Bonjour à tous. Il était pour moi important dans cette première vidéo de laisser ma maman s'exprimer. Elle a vécu la greffe avec moi. Elle a été mon plus grand pilier, mon plus grand soutien. Et aujourd'hui, c'est à elle de vous raconter ce qu'elle a vécu. Je suis Chantal, je suis la maman, ta maman, la maman de Marine, la maman de Marine qui a créé aussi Combat pour Marine. Qui je suis, je suis la maman de 3 enfants, 2 garçons, une fille, et toi tu es la petite dernière. 3 enfants dont je suis extrêmement fière de leur parcours à chacun d'entre vous. La vie m'a réservé beaucoup de mes aventures, mais la pire que j'ai pu connaître, c'est celle que toi tu as traversée, la plus difficile certes. Qu'est-ce que tu as pensé quand les premiers symptômes sont arrivés, quand j'ai commencé à tomber malade? Quand tu as commencé à tomber malade, en fait, j'étais loin, mais vraiment loin d'imaginer ce qui t'attendait. Premiers symptômes, grippe, bon, tu te dis une grippe, de grippe, c'est pas de chance, hein, voilà. Et puis, très vite, ton état s'est dégradé. Mais tout au début, j'avoue que je ne prenais pas conscience de l'importance de ce qui se passait. Ou alors je refusais d'y croire. Quand les médecins, notamment au premier scanner, toi, tu n'étais pas là, tu étais à la campagne. Quand je t'ai appelé pour te dire que j'ai les poumons gravement atteints, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Oui, j'étais pas auprès de toi, effectivement, parce que j'étais partie m'occuper de ma mère qui habite en province. J'étais en train de lui faire ses courses. C'était en plein Covid. En fait, je me suis dit, elle a chopé le Covid, quoi. Et ça a abîmé ses poumons. Et j'étais en panique. Qu'est-ce que tu as pensé lorsque j'ai fait beaucoup d'examens Oui. jusqu'à la biopsie chirurgicale pulmonaire et le jour où je rentre à la maison en te disant j'ai eu docteur Nakache au téléphone, il me dit qu'il y a de la moisissure chez nous, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Et je me suis dit, la moisissure à la maison, mais pas du tout, quoi. On s'est tous dit pareil. Pas du tout. Où il y aurait de la moisissure, en fait. Donc, le seul endroit où éventuellement c'était derrière ta tête de lit. Et effectivement, un tube à déplacer, c'est toi qui as tout bougé d'abord. Et qu'on a vu l'état du mur derrière cette tête de lit, c'était absolument inimaginable. Ouais, c'était cata. C'est sûr. Surtout qu'il n'y avait aucune odeur. Pas d'odeur, effectivement, aucune odeur, aucun signe qui aurait pu nous alerter sur le fait qu'il y avait cette moisissure que tu respirais toutes les nuits, toutes les nuits dans cette chambre. Et du coup, quand tu as su que c'était, on a rapidement su que c'était du coup une pneumopathie d'hypersensibilité sur environnement Oui. due à de la moisissure, qu'est-ce que tu as ressenti quand en fait, tu as compris que j'étais malade à cause du bailleur social qui n'a pas su entretenir leur logement? Beaucoup de colère, bien évidemment, beaucoup en me disant que si les bailleurs sociaux, en l'occurrence, enfin que ça soit celui-ci ou d'autres d'ailleurs, prenaient soin de leur patrimoine comme ils devraient le faire, en les entretenant correctement. Tout ça n'arriverait pas. Il n'y aurait pas eu d'humidité dans cette chambre. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu ne serais pas où tu en es au niveau de ta santé. Comment tu as vécu du coup les nombreuses hospitalisations, les allers-retours aux urgences? C'était très, très compliqué puisque je voyais ton état quand même se dégrader et toutes ces hospitalisations coup sur coup, aller-retour, sans arrêt, ces difficultés à respirer. Non, je vivais ça très mal. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait qu'on en arrive à ci. C'est pas possible, ouais. J'ai eu un diagnostic assez rapidement, Oui, mais on n'a pas compris tout de suite vraiment la gravité. Moi, j'ai regardé sur les réseaux, sur Internet. Je vous en ai fait part, oui. mais vous n'avez pas voulu l'entendre ou vous avez de l'espoir?
Alors, en ce qui me concerne, je ne vais pas parler pour tes frères, mais en ce qui me concerne, dans tous les cas, je pense que je refusais d'admettre ce qui allait se passer, en fait. C'était trop dur, trop difficile. Et puis j'espérais un miracle finalement. Un miracle, un traitement allait pouvoir. Alors je savais que ça ne pouvait pas guérir, mais ralentir énormément la maladie. Un remède miracle allait arriver, qu'ils allaient trouver une solution. Enfin voilà, je m'accrochais à tout. C'est ce que tu m'as dit d'ailleurs un jour Ouais, à Saint-Joseph, tu m'as dit quelle phrase? je ne sais plus exactement quel mot j'utilisais, mais qu'ils allaient trouver probablement. C'est ça? Que la médecine évoluait et qu'ils Voilà, allaient c'est trouver ça, qu'ils allaient trouver, voilà, un traitement un et que j'allais traitement, pas avoir cette greffe. exactement. Mais j'avais besoin de croire à ça parce que c'était trop, enfin, c'était tellement soudain qui s'est passé. C'est que tu es passé d'une jeune fille qui respirait la joie de vivre, qui faisait du sport, qui avait déjà construit presque son avenir. Tu avais un travail, tu avais acheté un appartement sur plan avec ton copain de l'époque, etc., etc. Donc, en fait, j'allais bien, quoi. Mm. Et puis, et puis, du jour au lendemain, tout bascule. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on m'a mis sous oxygène? Waouh. Je me suis dit, on a franchi une autre étape à nouveau. Et là, c'est bien. Non, on pleure pas. Ma vie. J'ai compris que ton état se dégradait et que, bah oui, il n'y aurait pas de miracle, en fait. Pas de miracle sur une guérison comme ça, avec un remède que des scientifiques auraient pu trouver du jour au lendemain. Enfin, voilà, j'ai réalisé que ça allait être beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Assez rapidement, du coup, on m'annonce que je vais rencontrer l'équipe de la greffe. Oui, Et finalement, j'ai le coronavirus, donc je la rencontre plus tôt que prévu. oui. Je devais la rencontrer en février 2022 et je la rencontre en décembre 2021. Heureusement, peut-être, finalement. Ouais. Et je devais juste faire des injections ce jour-là et finalement, j'ai rencontré l'équipe de la greffe. Mm. Je t'ai appelé, je voulais pas te le dire au téléphone, mais t'as insisté. Tu t'es effondré quand t'as appris que le lancement pour l'inscription pour la greffe commençait. C'est-à-dire, j'avais eu ma première prise de sang. Et je me suis dit, ça y est, voilà, on y est, c'est le début de ce parcours si difficile. Je me suis dit, bah, il n'y a pas de marche en arrière, là, voilà, les choses sont enclenchées. Et avec cet espoir que bah, finalement, cette greffe allait t'apporter la guérison. Pas tout à fait ça, en fait. J'avais pas vraiment conscience, comme beaucoup de gens n'ont pas conscience à quoi consiste une greffe, que ça implique avant, pendant, après, et sur de longues années. Donc, je me suis dit aussi, l'espoir que tu puisses reprendre une vie normale, entre guillemets. Ouais, c'est pas si simple que ça. Je fais les examens, je suis convoquée une journée. J'ai eu de la chance parce que normalement, c'est sur une semaine. J'ai tous mes examens pré-greffe, la rencontre avec le psy, etc., Oui, le chirurgien, oui, l'anesthésiste. oui, Cette journée, elle a été éprouvante pour moi. oui. Comment toi, tu l'as vécue? Je sais pas, j'ai cette journée, en fait, que je me suis dit, c'est des étapes normales, en fait, hein, qu'on doit passer, pouvoir bénéficier de cette greffe. Pour moi, c'était des examens encore enfin, supplémentaires, etc., des étapes supplémentaires, mais je peux pas dire que je l'ai mal vécu cette journée. Non. Je savais que j'allais être bientôt sur la liste et j'attendais l'appel des coordinatrices pour me confirmer. Je suis partie chez les parents de mon ancien compagnon dans le sud et c'est là où je l'ai appris. J'ai dû sûrement t'appeler pour te le dire, où j'avais fait une vidéo parce que j'ai toujours gardé mon côté essayer de relativiser et être drôle. Et quand tu as vu cette vidéo, qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, je crois que je n'étais pas la seule, hein, et toi, tu vois, la première. On s'est dit, on était pleine d'espoir, en fait. Mhm. Pleine d'espoir, en se disant, ben voilà, ça y est, elle est inscrite sur la liste. Et les choses vont aller rapidement. Tout va bien se passer. Enfin, on était pleine d'espoir en se disant, bah, tout va bien se passer, finalement. Oui, si on peut dire ça comme ça. Mm. Mais voilà,
ouais, finalement, soulagée, enfin, elle est inscrite. Même si quand on dit enfin, en fait, il s'est passé très peu de temps. Finalement, entre... Est-ce que tu te souviens, est-ce qu'on m'a annoncé combien de temps d'attente? non, je me souviens plus. Quand on avait rencontré l'équipe ensemble de la greffe, il m'avait Plusieurs mois, annoncé 2 ans. 2 ans. Mm. Et j'avais dit que je tiendrais jamais 2 ans. Oui, effectivement, tout à fait. Parce que ton état se dégradait très très vite. Ouais. Et donc, je suis inscrite sur cette liste d'attente. Ouais. Et à ce moment-là, on peut être appelé à n'importe quand. Oui. Donc, on me dit de remonter. Mais à la fois, je me dis, on m'a dit que je vais attendre 2 ans. Donc, je vais pas être appelée demain. Mhm. Mais bon, on remonte quand même sur Paris, au cas où. Mhm. On ne sait jamais, hein, Ah oui, l'espoir. bien sûr. Et donc, comment tu as vécu ce début d'attente? Et toujours avec l'espoir en se disant ça va aller vite, elle va être chez elle tranquillement, on va être ensemble en train de manger peut-être, etc. Elle va être rappelée et puis on va l'accompagner jusqu'au moment où elle va aller au bloc, etc. On sera là auprès d'elle. Voilà, j'étais pleine d'espoir à ce moment-là, quoi. À partir de janvier 2022, tous les mois, j'enchaîne les hospitalisations. Oui. Une semaine par-ci, une semaine Oui, par-là. oui. Et jusqu'à mars, où je rentre un peu définitivement, en fait, à Oui, l'hôpital. oui, tu vas Où là, mon état... à ton état, là, vraiment, c'est catastrophique, en fait. Oui, tu as beaucoup de crises où tu as des difficultés à respirer. On sent l'inquiétude autour de toi, du personnel médical aussi. Tu es à Saint-Joseph à ce moment-là, avec une équipe vraiment très humaine, qui savait aussi, enfin, qui était là pour toi, hein, parce Ouais. que dès qu'il se passait quelque chose, Dès que je sonnais... tout le monde venait, etc., était là et essayait de faire le maximum pour te soulager. Et tout en étant très chaleureux avec moi, en l'occurrence, qui essaie de me réconforter. Parce que je lisais tes difficultés dans tes yeux, tellement c'était compliqué pour toi et ça te demandait tellement d'efforts de respirer, en fait. Je disais, mais à tout moment, les choses peuvent basculer. J'avais, heureusement, des gens autour de moi personne médicale, étaient très entourants. Mm. Et durant cette hospitalisation qui a duré pratiquement 2 mois, un Oui. soir, en fait, je suis rentrée cette fois-ci en hospitalisation parce que j'avais un pneumothorax et un Ouais. pneumomédiastin qui ont commencé à se résorber, sauf qu'il y en a eu un nouveau. Quand les poumons sont fragiles, Oui, on va dire que ça pète un peu de partout. c'est ça. Et un soir, je t'annonce que je vais en réa. Oui. Au moins pour le week-end, Oui. parce que je fais de nouveau un pneumothorax et il faut que je sois surveillée de près. Comment tu l'as vécu? Je l'ai enfin, comment dirais-je, pas dire mal vécu, bien vécu, je ne sais pas, mais c'est pas les mots. En fait, je me dis, prenez précautions maximales, parce que c'était un week-end de Pâques ou je ne sais quoi, un week-end prolongé en plus, où il y avait un peu moins de personnel, hein, dans les services. Et par précaution, le docteur qui te suit a souhaité te mettre en réa pour parer à d'éventuelles difficultés qui auraient pu se passer pendant ce week-end prolongé. Vraiment. Ben, Le fait que je sois en réa, tu étais plutôt oui, confiante, tu t'es confiante, je me dit... suis dit, voilà, au moins, toutes les précautions sont prises en cas de grosse crise, en cas de grosses difficultés. Il n'y aura pas besoin de la transférer dans le service, elle sera sur place, quoi. Ouais. Mm. Je remonte de Oui, la réa oui, et je demande à Dr Nakache de rentrer à la maison. oui. T'as pensé quoi que je demande à rentrer? En même temps, je comprenais que tu avais besoin de rentrer parce que ça faisait tellement longtemps que tu étais à l'hôpital, ça faisait plus d'1 mois. Sans parler des hospitalisations nombreuses que tu avais eues avant, et où tu ressortais, tu rentrais, tu ressortais. Et je comprenais que le temps était long et que tu avais besoin de rentrer chez toi,
retrouver ton petit cocon, hein, que malheureusement, tu n'as pas pu en profiter beaucoup. Ça faisait pas longtemps que tu avais emménagé dedans, que tu avais avec ton chéri. Et je comprenais que tu avais besoin de rentrer et en même temps, je me disais, je me mets en danger. Du coup, le pneumologue accepte à Oui, contre-cœur et oui. il me Il te dit que tu vas pas, que tu resteras pas à la maison longtemps et que tu vas certainement rentrer très très vite. ouais. Enfin, retourner à l'hôpital très vite. Il s'est pas Mm. trompé. Ouais, il me dit on se revoit dans 3 jours et moi je lui dis bah non mais tout va bien se passer, je suis sous oxygène et ça Ouais, va aller. ouais, Du coup je passe juste 2 jours chez moi. oui, On est ensemble la journée du 27 oui. et qu'est-ce que tu vois en moi Bah, en fait, ces 2 jours que tu passes, chez toi, avec toutes ces grosses bonbonnes d'oxygène, 3 installées dans 3 pièces différentes, pour pas que tu sois en manque d'oxygène à aucun moment, où que tu ailles. Je vois bien que de toute façon, de te déplacer, c'est des efforts insurmontables. Tu es en difficulté, le moindre effort t'essouffle, et cetera. Et je te dis, le deuxième jour, je te dis que je trouve que tu as les lèvres bleues, les ongles bleus, je crois aussi, et les lèvres. et je te réponds quoi à ce moment-là? Je Je sais sais plus. plus. Non, tu m'as dit Je te quoi? réponds que bah y a pas d'inquiétude à avoir, je suis sous oxygène, Ouais, j'ai juste à l'augmenter. Et je oui, te dis même tu veux que je l'augmente? effectivement. Effectivement, tu as de l'oxygène, voilà, partout dans l'appartement. Je pense que les bonbonnes, ils étaient énormes. Tout était calé pour que tu aies tout ça sans difficulté. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe finalement. Dans la nuit du 27 au 28, Mmh. toi t'es rentré, mon Oui, ancien parce que compagnon est revenu, mmh, il a fini le travail, il rentre. Toi oui, en fait tu reprenais le relais, voilà, voilà, c'est ça. Pas que tu t'étais sois pas là seule, ouais. en cas de problème. Et cette nuit-là, le drame arrive, ça va pas du tout, toi t'es pas au courant, et je dis à Méziane de te prévenir. Tu peux me dire ce qu'il t'a dit? Alors il me À ce prévient, moment-là, pour, tu pour vas contextualiser, je désature à 33% et il me trouve bleue. Il me dit oui, que je suis toute bleue. oui. Et il me dit, et je lui dis, il faut qu'on appelle les pompiers. Et du coup, il appelle les pompiers qui appellent le SAMU. Parce que je suis à 33% de saturation sous oxygène. Et toi, qu'est-ce qu'il te dit en fait? Ben, en fait, oui, bien sûr qu'il me prévient que ça va pas bien, qu'effectivement, tu es toute bleue, et cetera. Mais il me dit: «Elle fait une grosse crise». Elle fait une grosse crise. Donc pour moi, une grosse crise, c'était, ben, celle que je t'ai vue, traverser à l'hôpital. Je mesurais pas l'importance à ce moment-là, de cette grosse crise, parce que c'est plus une grosse crise. C'était que tu avais plus d'oxygène tout simplement et que tes poumons, Fonctionnait ne plus. fonctionnaient plus. En fait, il me rassure aussi, enfin, en me disant: «Bah, t'inquiète pas, les pompiers sont là, et cetera, voilà, on fait le nécessaire», et je regrette de ne pas être venue, en fait, parce qu'il me dit: «Ben non, mais ça sert ne viens pas, c'est pas la peine». Elle est prise en charge, on attend de savoir où elle part, hein, si elle part à Saint-Joseph ou à Marina-Longue et ça demande un peu de temps, puis tu pars. Je prends des nouvelles, enfin j'essaie d'avoir des nouvelles Au auprès de compte-gouttes. oui, au compte-gouttes parce qu'il en avait pas non plus, ceci Mmh. dit, beaucoup, mais et là, par contre, quand quelques heures plus tard, hein, quand il me dit qu'en fait, ben, voilà, et tu es parti, enfin, il sait pas trop exactement ce qu'on va te faire, hein, mais que tu es en service de réanimation ensuite, là, je prends vraiment l'importance de ce qui se passe et je me dis: «C'est pas une crise, comme d'habitude». Ouais. Mmh. Surtout qu'il ne te dit pas les chiffres Et à ce moment-là, donc toi tu réalises pas. Si tu avais dit que j'étais à 33% de saturation, je ouais, pense que je réalise, ben non, je réalise pas, je comprends que c'est grave, au moment où, tu es hospitalisé, tu es en réa et qu'il me dit que voilà. Et je sais plus s'il me dit oui, je pense qu'ils ont installé, l'ECMO, mais moi l'ECMO, je ne sais pas ce que c'est en fait, j'ai jamais entendu parler de ça et je sais pas à quoi ça consiste, je sais pas, mais je comprends que c'est grave. donc j'ai l'ECMO qui est installé. L'ECMO, ça prend le relais sur les poumons, Mmh, ça prend le sang, ça le met dans une machine pour l'oxygéner et ça le renvoie mmh, pour que les organes soient toujours oxygénés. Je suis inscrite sur la liste de super urgence. en super urgence, voilà.
C'est-à-dire que je suis prioritaire sur toute la France. Oui. Je me dis là, la Foneta, c'est voilà, c'est catastrophique. C'est que vraiment là, c'est urgent, c'est vital, c'est urgent. Et je me dis, bah, elle va avoir sa greffe très vite maintenant, très vite. Je me dis, ça va être une question de 1, 2, 3 jours, grand max. Et je me souviens que ben, le lendemain matin de cette nuit où tu es rentrée, j'avais pas de nouvelles. Et je pense que tu n'étais pas en mesure de m'en donner. Enfin, je sais pas, tu avais ton téléphone, mais ça devait être très compliqué. J'étais en pleurs. Ben, je voulais te parler, je voulais te voir, je voulais voir de moi-même comment tu allais. Je pouvais pas parce qu'on ne pouvait pas venir à ce moment-là. J'ai pu te voir que l'après-midi. Et c'était un gros choc quand je suis arrivée. Ouais, c'était compliqué. C'est vrai que au début, vous aviez le droit de venir que l'après-midi. Oui. Et au final, Après, on se relayait avec ton chéri, qui lui passait la nuit et une partie de la matinée avec toi. Et moi, je prenais le relais. Quand lui s'en allait, moi j'arrivais et ainsi de suite, pour jamais te laisser seule. Voilà. ouais, j'ai jamais été toute seule Non. Et j'ai pas été la seule à venir après. On se relayait, avec les frères. voilà, avec tes frères et les gens qui venaient te voir. C'est vrai que j'ai jamais été toute seule, jamais, jamais. Comment tu as vécu du coup cette première semaine? Et puis malheureusement, il y en a eu une deuxième. Oh, c'était horrible. En fait, sur la première semaine, on était pleine d'espoir en se disant, voilà, ça y est, elle va avoir la greffe, ça va aller vite maintenant. Puis une semaine se passe, il se passe rien. Et ton état n'est pas brillant. Une deuxième, et là tu te dis, wow, elle ne va pas avoir peut-être cette greffe. Pourquoi elle? Peut-être égoïste, hein, mais c'est normal, ma fille. Je perds espoir en fait au fil des jours. Je perds espoir, même si j'essaie de ne pas te le montrer. Je me dis que là, les choses deviennent très, très, très compliquées. Tu es en souffrance à nouveau, enfin, comment dire, tes organes souffrent. On parle de dialyse, on parle de plein de choses. Moi, je suis en état de sidération, en fait, surtout au début, et j'ai l'impression que je comprends rien. On m'explique les choses, je refuse. Enfin, je sais pas. T'as pas envie de les entendre. Je sais pas si j'ai pas envie de les entendre. Dans tous les cas, je comprends rien de ce qu'on me dit. Je suis obligée de redemander sans arrêt. On me réexplique ce qui se passe, qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer, etc. J'ai besoin de chercher sans arrêt des réponses à mes questions, mais j'ai l'impression que j'imprime rien en fait. Ouais, j'ai l'impression que j'imprime rien. Et après, en fait, je prends l'habitude quand je vois un médecin, enfin quelqu'un de l'hôpital, de l'ARIA, dès qu'il sort, je note sur mon téléphone. En fait, je prends des notes parce que je me dis je vais oublier, je puis savoir ce qu'il m'a dit, donc je fais ça. Et pour contextualiser, il y a des greffons. Et moi, je suis petite de taille, donc les greffons, on me les propose pas. Ouais, ouais. Ils vont à la pédiatrie qui sont prioritaires sur les adultes. Et sinon, c'est des greffons bien trop grands ou qui ne correspondent pas. L'ECMO et la super urgence, ça s'arrête au bout de 2 semaines normalement. Oui. Ils demandent une 3e semaine. Oui, on était, comment dirais-je, on attendait à chaque fois, parce qu'on savait que s'ils te refusaient cette 3e semaine ou cette 2e, même, voire cette 2e semaine, hein, Ouais. parce que même la 2e semaine, si tu restais plus en liste de super urgence parce que ton état de santé, enfin, le corps médical avait décidé autrement, ou l'agence de biomédecine, je ne sais pas, on savait que là c'était fichu quoi. C'était fichu et on était suspendu, voilà, c'est le mot que je cherchais. Suspendu à cette décision en fait. Et quand on a su que tu avais le droit à cette 3e semaine, on a bien compris que ce serait la dernière par contre. Il n'y en aurait pas d'autre. Donc, ces 3 semaines passent, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de hauts et de bas, surtout des bas. Oui, beaucoup. On vous annonce Beaucoup. à plusieurs reprises que ça sent mauvais. Oui. On te voit dans des états absolument, comment dirais-je, une difficulté énorme. On voit ton regard qui se vide. Tu t'interroges aussi, tu nous interroges aussi. Je me souviens d'une fois où tu me dis, vous n'y croyez plus.
Et je mens, bien sûr. Je te mens, je te dis mais si, alors que franchement, j'y croyais plus. Je te mens, je te dis mais si, Marine, tu vas y avoir droit, ta greffe, tu l'auras, c'est sûr. Bien sûr que j'y crois, bien sûr. Mais je mentais, bien sûr. Je priais tous les jours, toutes les nuits, je me rattachais à des petites choses. C'est-à-dire qu'en fait, tout au début, quand tu es rentrée à l'hôpital en réa, je me suis, enfin, une amie m'a fourni au départ des bougies de Saint-Raphaël. Voilà, après, on y croit, on n'y croit pas, hein, mais voilà, je me rattache à ça. En fait, ces bougies durent plusieurs jours. Il ne fallait pas que cette lumière s'éteigne. C'était absolument impossible pour moi. Donc, j'en ai acheté plusieurs. Et que je sois présente ou pas présente, la bougie devait rester allumée. Alors, je prenais des précautions, bien sûr, quand je quittais mon appartement. Et il ne fallait pas casser. Tant qu'il y avait cette lumière, il y avait la vie, en fait. Voilà, et je dormais avec mon t-shirt, un t-shirt à toi. Enfin, je dormais. Voilà, j'avais l'impression d'être un peu près de moi, quoi. Tu somnolais, quoi. Oui, parce que finalement, j'avais tellement peur d'être accrochée aux nouvelles qu'on avait en appelant l'ARIA. Savoir comment s'était passée ta nuit, etc. Ouais, c'était très très dur, hein. Donc, cette troisième semaine se termine, on est le 14 mai. Tu peux me raconter ce que tu faisais ce soir-là du 14 mai? Alors ce soir-là, en fait, je viens te voir comme d'habitude. Enfin, pas le soir, mais la journée, je viens te voir. C'est encore une journée très compliquée pour toi. Et ton frère, enfin un de tes frères me dit d'aller le voir, je crois. Donc je vais chez lui, chez Jérémy, parce qu'il était en train de bricoler dehors, je crois. Il faisait, je sais plus exactement. Il m'a dit mais viens, reste pas toute seule et on va passer un petit moment ensemble. Moi j'y vais et sachant qu'ensuite ma petite fille donnait un spectacle et que de fin d'année et qu'elle avait souhaité que je sois présente comme je le faisais d'habitude. Et je m'apprêtais donc à me rendre à ce spectacle. J'avais pas forcément le cœur à y aller, bien entendu, mais bon, voilà, je remplissais mon devoir de mamie en m'y rendant. Et c'est sur ce trajet-là, en fait, en voiture, où je prends connaissance de l'appel, enfin, du vocal que nous laisse ton chéri. Et là, c'est c'est la catastrophe. C'est quoi ce vocal? Ce vocal, en gros, c'est une conversation qu'il a avec les médecins de Marina Long et qui lui annonce qu'en fait, en gros, parce que bien sûr, ils le font avec beaucoup de tact et de douceur. En fait, en gros, il lui annonce que si tu n'as pas un greffon dans les 24 heures, 48 heures, je ne sais plus exactement, c'est fini. Ils ont fait le maximum, et c'est sûr qu'ils ont fait le maximum. Je n'en doute pas un seul instant. Ils ont été assez incroyables, vraiment, l'équipe de réanimation. Et je ne les remercierai jamais assez. Mais que voilà, c'est la fin. Et qu'il n'y aura pas possibilité en demandant une autre semaine parce que de toute façon, comment dirais-je, tes organes souffrent énormément et que, voilà, il va falloir éventuellement se préparer, te laisser partir, quoi. Et là, je m'effondre. Même si je le percevais, je le sentais, mais je m'effondre, je peux pas, je suis dans ma voiture, je pleure. Jérémy, qui a entendu aussi le message, bien sûr, m'appelle de suite en me disant t'es où maman, je dis je suis devant l'entrée du spectacle pour Lola, mais je peux pas rentrer, c'est pas possible. Il m'a dit ne bouge pas, j'arrive. Et il est venu me rejoindre et nous sommes partis tout de suite à l'hôpital auprès de toi. Julien, lui, était en déplacement pour le rugby, voilà. Et il apprendra sur le retour. Jérémy l'appellera, il viendra aussi très rapidement nous rejoindre. Facile, hein. C'est tellement présent encore. Le 16 mai au matin, enfin, tu peux me raconter déjà la nuit du 15 au 16, qu'est-ce qui se passe? La nuit du 15 au 16, Ouais. il fait. On est en bas, déjà, au début, hein.
Pendant une grande partie de la nuit, on est en bas parce qu'on ne veut pas nous laisser entrer auprès de toi. Et donc on attend en bas donc, avec tes frères et on fait des 400 pas. Et on se dit, dès qu'on entend le bruit d'une ambulance, d'un truc, on se dit ça y est, c'est peut-être le greffon qui arrive, ça y est, c'est peut-être pour elle. Et ça. Mais il se passe rien en fait. Pas à ce moment-là, en tous les cas. Rentre finalement, décide de rentrer. Mais effectivement, il y a un très gros orage durant cette nuit-là. À 16 au matin, ils annoncent, ils viennent dans ma chambre. Ouais. Et par la suite, comme toute la famille, vous allez recevoir un message de ma part. Oui. Peut-être que vous étiez déjà au courant avant mon message. Oui. Et qu'est-ce que... Eh bien, on était avec vous Jérémy, on partait pour venir à l'hôpital en fait. On était presque à monter, enfin on était en train de monter dans la voiture, puisque je crois que si mes souvenirs sont bons, on avait dormi. La maman de sa compagne, voilà, Malika, qui habite au Plessis-Robinson, donc tout à côté de l'hôpital pour être au plus près. On s'apprêtait donc à monter en voiture et donc là, Améziane appelle Jérémy, je crois, et lui dit qu'il y a un greffon pour toi. Et là, on est de nouveau rempli d'espoir, on se dit ça y est, c'est bon. Elle va avoir sa chance, cette chance de pouvoir bénéficier de cette greffe. On ne sait pas comment ça va se passer, mais en tous les cas, on va lui offrir cette chance d'avoir ce greffon. Et c'est un espoir immense à ce moment-là. Oui. On reçoit après ton message, effectivement, ton texto. Et je me dis, mais comment elle a pu trouver la force de nous l'envoyer? Et on se dit même que c'est pas toi qui l'as écrit, tu l'as dicté à une infirmière, etc. Mais non, c'est toi qui l'as écrit. Je sais pas comment tu as trouvé la force pour le faire, alors que tu te servais très peu de ton téléphone. C'était devenu aussi compliqué pour toi. Mais voilà, oui, tu nous l'envoies aussi, ce message. J'étais déçue de ne pas vous l'apprendre moi-même. Ouais. Mais bon, je sais que vous appeliez tôt le matin, tard le soir, des fois dans la nuit. Oui. Donc, vous l'avez appris avant moi. Quand je pars à cette opération, qu'est-ce que tu te dis? Je suis pleine d'espoir. Je me dis pas que tu peux. Je me dis pas que tu peux mourir sur la table d'opération. Je me dis pas ça en fait. Je me dis voilà, ça y est, elle va avoir son greffon. Et voilà, je suis focus là-dessus, c'est tout. Je peux penser, je peux pas m'imaginer que ça puisse mal se passer en fait. Après cette intervention, j'ai été reprise 2 fois au bloc pour des petites... Oui. Et là, je comprends qu'en fait, le parcours va être compliqué. Et je me dis, oh là là, mon Dieu, ça a été compliqué avant. Bon, la greffe s'est plutôt pas trop mal passée finalement, en elle-même, en tous les cas. Et là, je vois que, voilà, 2 fois, tu retournes au bloc très rapidement. Et je me dis, ben non, c'est pas aussi simple que ça et c'est loin d'être gagné. Greffe, donc après la greffe, j'ai 2 semaines de coma. Oui. C'est de nouveau les montagnes russes. Oui. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est ça. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti? On était accrochés aux nouvelles en permanence, hein, savoir comment la nuit s'était passée, quels étaient les résultats des examens. Et c'est vrai que des fois, tu te sens un peu perdu parce que tu vois le staff arriver, ils parlent entre eux, toi, tu es là dans la chambre, mais tu les regardes, mais ils n'ont pas le temps de s'adresser forcément à toi. Et donc, ils parlent entre eux du cas du patient, entre guillemets. Le patient, en l'occurrence, c'était toi. Tu saisis pas tout. C'est des termes médicaux, donc tu essaies de comprendre ce qui se passe, tu saisis des mots, tu vas chercher sur internet, enfin voilà, tu cherches à te rassurer, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Des fois, c'est plutôt pour s'inquiéter. Mais voilà, tu traverses ça un peu comme, je sais pas, c'est très bizarre comme sensation, et en même temps, tu te dis, mais au moins là, elle souffre pas. Enfin, tu as le sentiment que tu dors et que tu n'es pas conscient de tout ce qui se passe autour de toi et que c'est peut-être mieux comme ça en fait. Voilà. Et à mon réveil, qu'est-ce que tu perçois de moi? Qu'est-ce que tu vois? Comment je suis? Très difficile à dire parce que déjà, pour pouvoir te réveiller, tu as eu la trachéotomie. Donc, à nouveau, on est privé d'échange. Tu ne peux pas parler, tu ne peux plus bouger. Je sens ton inquiétude dans tes yeux, tes questionnements. Et on essaie de te rassurer, bien sûr, mais c'est tellement difficile de ne pas avoir d'échange. Et toi,
Enfin, je te sens perdu, peut-être un peu, je sais pas, peut-être parfois de la colère parce qu'on n'arrive pas à te comprendre. On essaie de lire sur tes mots, sur ta Sur tes bouche, lèvres. sur tes lèvres, pardon, n'importe quoi, sur tes lèvres, pour comprendre quels sont tes besoins. Et je te sens emprisonnée dans ton corps, en fait. Et c'est peut-être dur encore à vivre parce que tu peux rien faire. Tu peux pas, si tu as envie de te gratter, tu peux pas te gratter. Si, je sais pas, enfin bref, tes mains, tu peux plus sortir de tes mains, t'es branché de partout. Je peux pas appeler s'il y a un Tu peux pas problème. appeler si tu as un problème. Et ça, c'était mon angoisse. C'était vraiment quelque chose qui me pesait énormément parce que je me disais, mais au moins, si tu peux bouger un bras, une main, tu peux appeler, sonner si ça va pas. Si, si tu si as la parole, tu peux appeler. Mais là, toi, tu ne pouvais rien faire. Et j'avais tellement peur de ça, en fait. J'ai Ouais. développé un tic. Enfin, un tic. Oui, tu faisais. Alors, pour essayer de nous attirer notre attention, je sais pas comment tu faisais. Enfin, tu faisais ça, enfin, Je claquais, ouais, je fais. tu claques, voilà, tu faisais ça, tu fais mieux que moi. Tu faisais ça pour arriver, oui, oui, à nous attirer notre attention Ou et appeler les médecins, les voilà, infirmières. exactement, et nous faire comprendre que il se passait quelque chose, quoi. Mm. Non, mais c'était pas, ça n'a pas été non plus très simple toute cette période aussi après grève, quoi. Donc la réanimation, elle est longue. Je Oui, remonte aux étages. oui, Je suis encore en difficulté parce que je peux pas marcher. Je dois réapprendre à marcher. tu es très en colère. Ouais, je suis en colère, c'est vrai. Tu es très en colère. Je sais que tu voulais pas monter dans les étages. En Tu fait, je voulais, voulais monter parce que pour moi, c'était une avancée. oui, mais en Mais même quand je temps, suis montée, je me tu te suis sentais dit, pas en sécurité. Enfin, bah, voilà. Parce que tu te sentais en sécurité au niveau de la réa, parce que il y avait tout le temps du monde, bien sûr, dans l'unité. Vous n'étiez jamais seule, tu n'étais pas la seule patiente, hein, bien sûr. mm, Mais il y avait toujours quelqu'un. Et là, tu te retrouvais quand même isolée dans ta chambre, sans non plus pouvoir te déplacer, etc. Donc, dépendante du corps médical, on va dire, enfin des aides-soignantes, des infirmières, etc. Que tu vivais très mal, en fait. ouais, Mm. ça a été compliqué. Oui. Donc j'ai tout fait pour essayer de remarcher au plus vite. Bon, c'était une marche pas assurée, hein. J'avais Oui, beaucoup de difficultés. oui, oui, tu n'étais pas toujours très coopérative. Pour marcher, si, mais pour le reste, non. Ouais. Je suis sortie de l'hôpital en siège roulant. Oui. Puis après, j'ai eu les déambulateurs. Oui, tu avais aussi tes, comment ça s'appelle, Réhausseurs. réhausseurs pour tes pieds. Oui, tu avais le fauteuil roulant, déambulateur. Oui, c'était très, très compliqué. Tu ne pouvais pas rester seule, c'était impossible. Quand je suis sortie de l'hôpital, tu t'es dit, Alors oui, c'était bien pour toi que tu ressortes de cet univers médical. Tu es quand même resté on va dire, presque sans interruption, de mars à septembre. Donc, c'est très long, ouais, malgré tout, hein. Donc, c'était bien que tu rentres, mais c'est vrai que tu n'étais pas en mesure de rester seule chez toi. C'était impossible. à peine sortie de l'hôpital, on revoit les pathologues, parce que j'ai un petit souci de foie depuis Oui, l'enfance. oui. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette étape? Les pathologues nous parlent de greffe. Alors qu'on vient d'en sortir, et la néphrologue aussi. Et du coup, suite à Et la néphrologue, l'ECMO, oui, j'ai une atteinte. oui, Donc on rencontre une néphro. et qui nous dit, il nous tient le même discours. Et c'est l'effondrement, quoi. Parce que tu dis, mais c'est pas suffisant. Elle n'a pas assez traversé d'épreuves. Est-ce que c'est pourquoi il va falloir encore revivre tout ça? C'est pas possible. Même c'est un peu indélicat de leur part. Oui, parce que en fait, ils t'annoncent ça comme si c'était un acte anodin, comme si c'était, vous avez déjà vécu La pire. la plus difficile, c'est la greffe des poumons. Hein, le foie, c'est une bagatelle presque. J'exagère, mais en fait, c'est présenté un petit peu comme ça. C'est ça. Alors, c'est peut-être un peu pour dédramatiser les choses. Sauf que nous, on vient de vivre un drame, en fait. On vient de vivre un drame, t'as traversé tellement d'épreuves et on a traversé avec toi.
qu'on n'a pas envie d'entendre ça, en fait. On n'a pas envie d'entendre que tu risques d'avoir à nouveau ce parcours. C'était trop prématuré de nous annoncer et de nous annoncer de cette façon-là, en tous les cas. Oui. Il se passe encore beaucoup de choses dans ma vie. Oui. Ce qui amène à que je revienne vivre avec toi. Oui. À l'âge de 27 ans, je crois. Oui, je sais plus, oui, peut-être. Ouais. Comment tu l'as vécu Très mal. Pas le fait que tu reviennes vivre à la maison, hein, mais très mal parce que c'était encore une injustice en fait pour moi. Tu avais traversé tellement d'épreuves avec ces histoires de santé, etc., que tu méritais pas de subir un échec sentimental et la perte de ce que tu avais construit, c'est-à-dire ton boulot, cet appartement que tu avais souhaité acheter avec ton compagnon et tout, enfin voilà, tout est parti en fumée en fait. Et j'en ai voulu à ton compagnon parce que tu avais demandé en mariage quand même après avoir traversé toutes ces épreuves. Tu as quand même demandé en mariage pour mieux te quitter un mois ou deux plus tard. Et là, c'était l'incompréhension totale. Voilà, donc c'était encore un coup de massue. c'était, ouais, surtout pour toi. Mais toi, tu vis les choses à travers moi. Oui, bien sûr, mais où j'avais beaucoup de peine, de chagrin, c'était de voir que la vie s'acharnait sur toi, quoi. C'était pas suffisant, qu'il fallait encore que tu vives ces épreuves-là, et sans répit finalement, parce que à peine sortie de l'hôpital, voilà, fallait faire face à ça en plus. Comment c'est de vivre avec moi tu as vécu avec moi avant la maladie. Oui. J'ai pas un caractère simple. Non. Mais là, après la maladie, tu vis Alors, tout ce que je vis. Oui. En fait, tu sais quand ça va pas. Je le ressens. Je ressens quand tu vas pas bien, évidemment. Je sens parfois des jours où tu es très en colère. Tu es pleine de colère. Et on subit un peu les frais des fois. Souvent même. Parce que je suis là, voilà, je suis en direct avec toi. Et donc, voilà, tu t'en prends un petit peu à moi. Pour extérioriser toute cette colère, peut-être. Je trouve ça un peu injuste, hein, parce que je pense pas forcément mériter ça. Mais je peux comprendre. C'est un peu involontairement que je le fais. Oui, bien sûr, je sais bien que c'est involontaire. N'empêche que j'en prends quand même, voilà, je prends cher des fois. Je vis, oui, en fonction de tes, comment je dirais, tes états d'âme. Donc, tu peux être euphorique une journée, voilà, et tout se passe bien. Après, tu peux être plusieurs jours en pleine dépression, où ça va plus du tout. Et puis, c'est un peu aussi en fonction de ton état de santé. Si tu es malade, si tu as chopé une cochonnerie, cette année a été compliquée. Parce que tu as été quand même malade de janvier à juin, grosso modo. Voilà. Chaque fois, ça s'est plutôt bien terminé, mais il n'en reste pas moins que tu as été malade pendant 6 mois. Ce qui a quand même, je pense, pas mal joué sur ton mental, forcément, et qu'on est, comment dirais-je, on est à l'affût de moindres problèmes, parce qu'on sait très bien que les choses peuvent mal se passer, quoi. Ce qui peut être anodin chez quelqu'un de normal, entre guillemets, pas malade. Pour toi, greffé, comme pour d'autres, bien sûr, greffé, ça peut prendre des proportions. Donc c'est un peu dans l'inquiétude aussi. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses. Tellement de choses, mais oui, on a dit, enfin, voilà, on a balayé le plus gros. ces années qu'on vient de traverser. Là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toi? À moi, me souhaiter, c'est que j'ai des enfants qui aillent bien, des petits-enfants qui aillent bien, qui soient heureux dans leur vie, qui s'épanouissent, qui n'aient pas de problème de santé, pas d'incidents, qui soient heureux. Et bien sûr que toi, tu vives très très longues années sans autre greffe, avec ces nouveaux poumons que tu as eu la chance,
je ne sais pas si c'est le bon mot qu'il faut utiliser, mais en tous les cas, que Dieu a bien voulu t'offrir pour poursuivre ta vie. Et il est important de remercier la famille parce que sans eux, tu ne serais pas là, bien évidemment. Et c'est une reconnaissance éternelle, reconnaissance également éternelle à toute l'équipe médicale de Réa, les chirurgiens qui ont fait un travail extraordinaire et plein de personnes qui ont gravité autour, que ça soit médical ou pas. Personnes qui nous ont soutenus pendant ces moments difficiles et ça nous a permis de voir que, comment dirais-je, dans des cas comme ça difficiles, il y a du soutien de gens auxquels on ne s'attendait pas et par contre l'inverse. On peut avoir aussi des déceptions. Des déceptions, tout à fait. Mais il n'en reste pas moins, voilà, que tu as cette chance et donc on peut me souhaiter que ça, que vous alliez bien, parce que si vous allez bien, moi je vais bien. Si vous êtes heureux, je suis heureuse. Donc que vous, mes petits-enfants, voilà, vous ayez une belle vie, belle et longue vie. Merci maman. De rien ma chérie.